1516, Léonard de Vinci s'installe au château du Clos Lucé à Amboise. François Ier l'a nommé premier peintre, ingénieur et architecte du roi et l'a fait venir à sa cour. C'est là que Léonard passe les 3 dernières années de sa vie. Dès cette époque, la qualité de sa peinture et sa forte personnalité ont fait de lui un homme célèbre. À partir du XVIIIe siècle, la publication de ces carnets qui foisonnent d'informations et d'observations dans les domaines les plus divers donne l'image d'un homme complet, d'un génie incompris, car trop en avance sur son époque. Aujourd'hui, l'artiste est reconnu de tous, tandis que l'homme de science fait l'objet de nombreuses controverses. Léonard est-il l'inventeur de génie que la légende a fait de lui? Léonard naît à Vinci, un petit village de Toscane, en 1452. Enfant naturel, il ne peut exercer certains métiers ni fréquenter l'université. Mais s'il était, comme il le dit, sans lettres, il a pourtant suivi une formation très complète. Son père, voyant ses dons pour le dessin, l'envoie étudier à Florence. À 12 ans, Léonard entre en apprentissage chez maître Andrea Verrocchio, sculpteur, peintre et orfèvre renommé. Dans son atelier, Léonard s'initie à l'art et à la technique. Florence est alors une cité très active, où le commerce et les manufactures sont en plein essor. Les riches familles de la ville font vivre de nombreux artisans et artistes. L'atelier de Verrocchio vit essentiellement des commandes passées par la puissante famille des Médicis, qui gouverne la cité et qui souhaite étendre la renommée artistique de la ville. Parmi les travaux d'embellissement entrepris à cette époque, le plus important est la construction de la cathédrale Sainte-Marie aux Fleurs. Pour bâtir la gigantesque coupole qui surmonte l'édifice, l'architecte Brunelleschi met au point des méthodes totalement nouvelles. L'atelier de Verrocchio doit fondre et installer l'énorme boule de cuivre qui surmonte l'édifice. Et Léonard a l'occasion de se rendre plusieurs fois sur le chantier. Il se passionne pour les machines inventées par Brunelleschi et dessine les engins de levage utilisés pour mettre en place les éléments de la coupole. Une grue de 20 mètres de haut, manœuvrée par 4 équipes d'ouvriers, et un treuil gigantesque à plusieurs vitesses. Pendant sa formation chez Verrocchio, il a aussi l'occasion de connaître les travaux des artistes et ingénieurs les plus célèbres de son temps, comme les Siennois Taccola ou Francesco di Giorgio. S'inspirant des textes de l'Antiquité et du savoir-faire du Moyen-Âge, ces ingénieurs essayent d'innover en concevant des machines à usage civil ou militaire. Leurs manuscrits, largement illustrés, sont de véritables traités techniques. Ces textes sont rarement édités, mais de nombreuses copies circulent, et Léonard s'en inspirera souvent. Il perfectionnera sans cesse le principe de la combinaison du texte et de l'image. Avec quels mots, écrivain, égaleras-tu dans ta description la figure complète que restitue le dessin? Léonard termine son apprentissage à l'âge de 20 ans et travaille comme artiste à Florence. En 1482, il se rend à Milan, à la cour du duc Ludovic Sforza. Comme tous les autres artistes et ingénieurs de son temps, il recherche un protecteur qui lui assure un certain nombre de commandes. Pour obtenir les faveurs du duc, il vante surtout ses talents d'ingénieur militaire. L'Italie est alors le théâtre de lutte continuelle entre les cités, et les princes cherchent à améliorer leur armement. Dans une lettre qu'il adresse à Ludovic Sforza, Léonard décrit quelques-unes de ses inventions. « J'ai un modèle de pont très solide et léger, extrêmement facile à transporter, grâce auquel vous pourrez poursuivre ou au besoin fuir l'ennemi. J'ai des modèles de mortier avec lesquels je peux envoyer de la pierraille comme s'il en pleuvait,
et dont la fumée plongera l'ennemi dans la terreur. Je ferai des chars couverts, sûrs et indestructibles. Malgré le grand nombre de dessins que Léonard a consacrés aux machines de guerre, il est peu probable que ces inventions aient été réellement construites et utilisées. Depuis le début de son séjour à Milan, Léonard commence à prendre systématiquement des notes sur des carnets. Il les écrit de droite à gauche, en écriture inversée comme certains gauchers. 6000 pages de ces carnets nous sont parvenues, ce qui représente un tiers du travail effectué par Léonard pendant de longues années. Même mutilés et incomplets, ils révèlent la curiosité universelle de leur auteur. À partir de 1490, les carnets présentent de moins en moins de dessins de machines. Léonard s'oriente vers des recherches plus théoriques et cherche à compléter sa formation. Il écrit « Ceux qui sont férus de pratique sans posséder la science sont comme le pilote qui s'embarquerait sans timon ni boussole et qui ne saurait jamais avec certitude où il va. L'ingénieur laisse de plus en plus souvent la place aux savants. » Il reprend un vieux rêve des savants de l'Antiquité et de ceux de son époque, voler. Il élabore de nombreux projets de machines volantes. Il base ses recherches sur l'observation des oiseaux dans la nature. Il dit « L'oiseau est un instrument qui fonctionne selon des lois mathématiques. Fabriquer un tel instrument est du pouvoir de l'homme. Mais ses tentatives seront toutes vouées à l'échec. Il ne réalisera jamais son rêve de l'homme-oiseau. » Il reste 18 ans au service de Ludovic Sforza, mais celui-ci doit quitter Milan, menacé par l'avancée des armées françaises de Louis XII. À 47 ans, Léonard entreprend toute une série de voyages à travers l'Italie. Il recherche un nouveau protecteur qui lui assure la liberté de travail et le bien-être matériel. Il parvient à obtenir l'appui de César Borgia, qui le prend à son service comme ingénieur militaire. Pendant toute cette période, il a un rôle de conseiller dans divers domaines, mais ne réalise pas concrètement de grands projets. Il continue à prendre des notes et à approfondir ses connaissances sur tous les sujets qui l'intéressent. Il fait ensuite des allers-retours entre Milan, où les Français qui occupent la ville sollicitent sa présence, et Florence. C'est dans cette ville qu'il reprend les études commencées dès sa jeunesse sur l'anatomie. Il se rend régulièrement dans un hôpital où il pratique des dissections. Il dessine plus de 200 planches anatomiques, en s'attachant à montrer les organes du corps comme les éléments d'une machine. Il travaille aussi sur l'architecture du corps humain et souligne à de nombreuses reprises la similitude entre l'homme et l'édifice. Ces projets architecturaux combinent les volumes comme les éléments parfaitement structurés d'un organisme vivant. Il est le premier à considérer les machines comme un assemblage de mécanismes qu'il dissèque soigneusement, appliquant la méthode utilisée pour le corps humain. Il étudie de très nombreuses solutions pour transmettre le mouvement, diminuer les frottements et améliorer les performances des machines. Mais il ne rédigera jamais le grand traité sur les éléments de machine, qui aurait dû présenter la totalité de ses recherches théoriques et pratiques, et la plupart de ses projets resteront inachevés. Malgré sa célébrité, Léonard ne trouve pas en Italie le soutien dont il a besoin pour continuer ses recherches. Il accepte la proposition du nouveau roi, François Ier, victorieux en Italie, qui souhaite accueillir à sa cour des artistes et des savants. En 1516, Léonard quitte définitivement l'Italie pour la France, emportant avec lui ses dessins
ses manuscrits et ses tableaux. Le roi qui venait souvent le consulter aurait dit qu'il ne pouvait croire qu'il ait jamais eu homme au monde aussi savant que Léonard, non seulement en matière de sculpture, peinture et architecture, mais surtout comme grand philosophe. L'histoire a sans doute donné à Léonard de Vinci une place trop importante dans l'évolution des sciences et des techniques de la Renaissance. Même si ses inventions n'ont pas été décisives, la personnalité de ce chercheur infatigable qui voulait rassembler la totalité du savoir humain a profondément marqué son temps.